Bonjour et bienvenue au 13e épisode du podcast Les Semi-Colons. Je m'appelle Philippe Vaillancourt, votre animateur en compagnie de Nicolas Charretneau. Ça va bien, Nicolas? Yes, ça va bien, toi? Très bien, merci. Toujours en confinement COVID. Mais bon, le gouvernement vient de permettre l'ouverture de certaines petites affaires. Fait qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Espérons qu'il n'y ait pas une deuxième vague. Ouais, deuxième vague, une troisième vague, et bon. Mais je Si pense tu veux que... si tu veux parler d'un bon problème de concurrency, là, tous les petits humains avec un virus qui se promènent dans la rue en ce moment, Effectivement. ça. Ouais, il y a pas mal de multi-threading. Alors, vous aurez deviné qu'on parle aujourd'hui de concurrency. On examine le chapitre 13 du livre Clean Code, qui a pour thème concurrency. En français, j'ai regardé dans le dictionnaire et le grand dictionnaire terminologique de la langue française. On suggère collatéralité comme traduction pour concurrency ou simultanéité. Dans les deux cas, concurrency a juste 4 syllabes, puis les autres en ont pas mal plus. Fait que ça se peut bien qu'on utilise concurrency dans notre discussion. Vous nous le pardonnerez. Et ça englobe plusieurs sujets, si on veut, là, le concurrency, mais essentiellement, c'est... Comment est-ce qu'on définirait ça simplement, Nicolas, le concurrency? Ben, partout où tu as des processus en parallèle, moi j'avais déjà entendu l'expression parallélisme. Je ne sais pas En si ça anglais, pourrait ouais, être. je sais pas en français, c'est une bonne question. Regardez. Mais je pense que le concurrency, c'est partout où ce que tu peux avoir euh, plusieurs processus qui roulent en parallèle puis qui tentent de pas toucher, mais de travailler avec les mêmes data, de partager un espace de données en simultané. Parce que on s'entend que de base, euh, juste un ordinateur, c'est du multithreading en soi. Tu sais, t'as plusieurs programmes qui roulent en même temps, t'as des services, il y a des programmes que tu vois, d'autres tu vois pas, etc. Mais tous ces programmes-là, ils ont leur propre espace, ils ont leurs propres données, ils s'échangent pas des données les uns les autres, fait qu'il n'y a pas de concurrence. Tout le monde travaille dans son petit espace. Mais la seconde où ce que là, tu as un partage, puis que il commence à accéder aux mêmes ressources, là, on commence à tomber dans ce qu'on pourrait appeler la concurrency. Ouais, je me rappelle d'avoir, puis en passant parallélisme, ouais, c'est aussi en français. Autant parallélisme en anglais, parallélisme en français. Euh, je me rappelle avoir lu, il y a quelque temps, un article intéressant sur la différence entre le concurrency puis le parallélisme. Parce qu'il y en a une. Puis, là, je me trompe peut-être, j'y vais complètement de mémoire, là. Je pense que dans un des termes fait référence au concept global que comment je pourrais appeler ça, deux procédés peuvent être en vie simultanément. Euh, Tandis que l'autre parle spécifiquement de leur exécution OK. simultanée. Parce que tu peux avoir deux processus qui sont démarrer, si on veut, puis ils sont exécutés de façon aléatoire, si on veut. Tu sais, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de B, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de B, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de B, puis au bout, les deux finissent en même temps et on a eu l'impression qu'ils ont été exécutés en même temps qu'en réalité, le travail s'est fait de façon... Asynchrone. non, ouais, ok, ouais, si on veut, là. Mais je voulais plutôt dire... ouais, ça dépend. Ça dépend à quel niveau d'abstraction tu regardes l'affaire, c'est Oui, sûr. Mais bon, on se comprend. Tu sais, si on imagine un core, un CPU, un core, un thread, tu peux donner ouais, l'impression qu'il y a deux choses qui se passent en même temps, mais tu fais en réalité juste alterner entre une deux chose à la fois. tâches. Ouais. Tu sais. Tandis que si tu as deux ordinateurs séparés ou deux cores sur le même CPU, là, tu peux littéralement avoir deux procédés qui s'exécutent en même temps.
sans avoir à s'échanger le hardware, là, si on veut. Ouais. En tout cas, puis là, je me rappelle plus lequel des deux termes référence à quel des deux concepts, mais bref, on comprend qu'on parle d'exécution de plusieurs choses en même temps, Ouais. bon, dépendant du niveau d'abstraction, là. Euh, et ça, le livre en parle. Le chapitre 13, là, je dirais, je pense que c'est le chapitre le plus complexe là, Mm-hmm. dans tout le livre. Moi, j'ai trouvé, en tout cas. J'ai pas eu énormément jusqu'à date dans ma carrière à jouer beaucoup avec ça. C'était généralement quand je l'utilisais, c'était généralement géré par soit le framework que j'utilisais ou fait que j'ai pas eu à moi-même là, me soucier trop des problèmes que ça pouvait soulever. On parle entre autres des race conditions puis des deadlocks là, qui sont je pense les deux plus gros problèmes. Où est-ce que mettons tu as deux threads puis t'en as un thread A qui a besoin d'une information de thread B pour continuer à faire son travail, mais thread B a besoin d'une information de thread A pour continuer à faire son travail. Fait qu'il n'y a ni un ni l'autre qui envoie l'information à l'autre thread qui a besoin, puis les deux sont là en train d'attendre Les deux s'attendent. à l'infinité. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est CTRL-C. Fait que ça, c'est un gros problème, puis pas toujours facile à discerner que le problème existe. C'est un peu ça, le chapitre, il est basé là-dessus, sur le fait que tu multiplies de façon exponentielle, si on veut, les possibilités de bugs lorsque tu commences à faire de la programmation en parallèle comme ça. Et les bugs sont, quand il y en a, sont durs à détecter parce que ils sont ils surviennent pas à chaque fois. Parce que ça Ouais. prend un state bien spécial entre les différents threads pour que tu tombes sur ce bug-là. Fait que ils sont pas faciles à Moi, je détecter. trouvais ça intéressant quand il faisait son petite analyse par rapport, parce que tu sais, l'exemple le plus facile pour montrer à un développeur, c'est quoi du multithreading? C'est le fameux plus plus. C'est quand tu prends une variable, tu fais plus plus dans deux threads en même temps, puis là, t'as le cas où le premier a réussi à augmenter la valeur, puis le deuxième a augmenté la valeur, puis là, bon, on a l'état qu'on voulait. Tu as le cas inverse, quand c'est le deuxième thread qui a réussi à avoir la valeur en premier. Puis là, tu as le cas où que les deux threads ont réussi à avoir la valeur en même temps. Fait qu'ils ont le même chiffre, puis le résultat final, c'est le même chiffre. Puis cet exemple-là du plus-plus, moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui faisait l'analyse d'un point de vue statistique, de dire il y a combien de possibilités d'exécution de pattes différents d'un point de vue bytecode. Là. Fait que, mettons, tu compiles le plus-plus, puis que tu regardes toutes les lignes de code qui sont générées de tout ça, soit en assembleur ou peu importe. Puis là, tu te rends compte que, hey, juste ce petit bout-là, là, le plus sur une variable int, ben, t'as 12 870 paths différents d'exécution. La plupart sont bons, mais il y en a plusieurs là-dedans qui arrivent pas au résultat escompté. Puis il allait jusqu'à présenter que si, par exemple, tu faisais cette comparaison-là entre un int et un long, là, tu montais à 2 700 000 et des poussières possibilités. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un problème simple, là. C'est une variable plus plus. Ouais. C'est ça, c'est ce que je voulais dire par tu multiplies de façon exponentielle les possibilités de problèmes parce que c'est ça, tu as plein de. Ouais, c'est ça, quand ils appellent ça des paths, hein, c'est ça, des chemins là, que ton programme peut prendre. Ouais. Ouais. Et, il y a une petite section intéressante, là, Myths and Misconceptions, les mythes par rapport au parallélisme. Et moi, j'ai bien aimé le premier. Concurrency always improves performance. Alors, c'est un mythe. C'est pas toujours le cas. Et ça, c'est vrai, j'en ai fait l'expérience moi-même à plusieurs reprises, même si je dis que j'ai pas fait beaucoup de programmation dans ce paradigme-là, mais euh, je veux dire, j'ai utilisé des threads en masse, c'est juste que j'ai pas eu à les gérer beaucoup. Puis je l'ai fait dans des langages ou dans des frameworks où ça se faisait surtout par message passing, là, des channels. Donc, tu réduis énormément. Essentiellement, c'était du multithreading, mais sans partager la mémoire.
Donc, tu réduis énormément tes possibilités de problèmes et tes cas à gérer, là. Mais même dans ces situations-là, tu te rends compte que c'est pas toujours, c'est une tâche, là, quelconque, puis tu dis, ah, j'aimerais ça augmenter la performance. Cool, on va splitter ça sur un autre thread ou deux autres threads, whatever. Mais c'est pas une garantie que tu vas augmenter la performance là, de ton programme. Je l'avais pas vu comme ça, mais je me rappelle déjà avoir eu des discussions avec d'autres développeurs quand j'étais plus dans mes débuts, je peux dire ça comme ça. Puis c'est vrai que ça devient facile aux lèvres le mot multithreading quand ça va pas vite, c'est comme on pourrait mettre ça multithreading, tu sais, ça va rouler plusieurs. Mais si tu sais pas pourquoi tu es en train de faire du multithreading, c'est Mhm. quoi le vrai use case que tu as entre les mains, Ouais. ça devrait même pas te venir en tête. Il y a comme mille autres possibilités avant de te plonger dans le multithreading. Non, c'est un bon point parce que des fois, tu peux optimiser. Oui, il y a possiblement des optimisations plus simples que tu peux faire pour augmenter la performance avant d'avoir à te tourner vers le multithreading. Euh, la raison pour laquelle il dit que c'est un mythe là, de penser que ça augmente toujours la performance, c'est parce que il dit concurrency incurs some overhead. Puis c'est ça l'affaire, c'est que la gestion des différents threads, d'un, de les partir, après ça, de gérer la communication entre les threads, puis tout ça, il y a un coût en termes de performance à ça. Donc, faut vraiment que ton problème se- 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 soit idéal, là, si on veut. Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect temps. Tu sais, veux Ouais. pas, quand tu parles de multithreading, tu sais, au final, si tu as tout le temps du monde puis que tu es prêt à attendre 4 jours pour ton résultat, tu n'auras jamais de besoin de multitrading, là. Tu Never, n'auras là, peut-être pas tu besoin d'ordinateur non plus. Tu peux le faire à mitaine. Ah, moi, je pense que la meilleure solution au multitrading, c'est d'arrêter d'utiliser les ordi. Et voilà, il n'y en aura pas de bug. Sors ton crayon, puis ça règle. Aïe, Ouais, aïe. ouais. Euh, L'autre chose qu'il dit, c'est que l'autre mythe, design does not change when writing concurrent programs. Ça, c'est un mythe. Il dit ça affecte le design de Puis ton si t'en as système. déjà fait, c'est clair, ce point-là, que Hum. ça modifie ta structure. Ouais. Euh, Ouais, une des choses que je déteste le plus du multithreading, c'est le fait que habituellement, tu perds de la lisibilité sur l'intention du développeur. Euh, le développeur qui est en train de développer son processus multithread, lui, il a tout en tête, là, il fait ses trucs. Mais quand tu repasses dans du code multithreadé, là, essaye de comprendre pourquoi il met ce flag-là ici à tel moment, puis que là, il envoie tel signal de l'autre bord, tout ça. S'il n'y a pas un schéma à quelque part, là, c'est un mess, là. Ouais. Ben, c'est pour ça que je pense dans le chapitre, il revient à quelques reprises sur le fait que faut que tu choisisses les bonnes abstractions, que le code qui gère le côté multithread, ça c'est un concern. Fait que ça devrait être une chose. Puis ta business logic, puis ces affaires-là, c'est une autre affaire. Fait que euh, il t'encourage à pas mélanger les deux, là. Puis ce qui indéniablement va augmenter la facilité de lecture et de compréhension du code, là. C'est toujours le cas. OK. On rentre un petit peu dans la section, mettons, du chapitre où il parle des principes de défense en matière de multithreading. Ah, puis c'est ça, bah, tu vois, le Single Responsibility Principle. C'est un peu de ça qu'on avait commencé à parler, là. Parce que c'est intéressant, parce qu'essentiellement, quand tu fais du multithreading, tu découples, comment est-ce qu'il a appelé ça? Je pense qu'il dit littéralement dans le livre, il appelle ça découpler le decoupling of what from when. C'est Mhm. essentiellement ce que tu fais. Tandis que normalement, mettons dans un contexte de single thread,
l'exécution, le moment d'exécution et ce qui est exécuté, ben, tu y penses pas vraiment en réalité, ou en tout cas, c'est très linéaire, puis ça se fait tout à la même place. Tandis que là, quand tu rentres dans un contexte de multithread, euh, tu viens vraiment découpler complètement ce qui est exécuté de quand est-ce qui est exécuté. Puis là, c'est là où ce que tu rentres dans l'idée, ben, c'est deux concerns différents. Euh, et ton code est appelé à changer pour des raisons différentes, ce qui est la base du Single Responsibility Principle. Alors, il fait la recommandation suivante. Keep your concurrency-related code separate from other code. Ouais, ça revient un petit peu à ce qu'on disait essentiellement. Moi, l'exemple que j'aime bien, tu sais, mettons, un endroit que je trouve où le multithreading fait du sens dans une application, puis j'avais pas pensé avant, mais c'est assez évident, c'est une progress bar. Tu as un processus qui met à jour la progress bar, qui montre où ce que c'est rendu visuellement. Ça, c'est une responsabilité en soi. C'est comme d'afficher à l'utilisateur où ce qui est rendu. Fait que là, tu veux pas avoir un genre de mélange dans ton code de OK, ben là, ici, je suis rendu à 10%, puis là, je vais envoyer 10% à l'autre endroit, puis là, ici, je suis rendu. Tu veux pas ça mélanger avec ton core business. Tu veux pas que dans ton core business, rendu à telle étape, ben ils doivent aviser la progress bar qui est rendue à 18 sur 100. Tu sais, tu vas te ramasser avec plein de codes bizarres mélangés. Tu sais, tu veux vraiment être capable de vraiment séparer les responsabilités puis dire, OK, ben, ta progress bar, elle a fait sa job, là, puis mon code fait sa job, puis les deux, ils ont peut-être besoin de partager de l'information pour être capable de fonctionner, mais ils doivent pas, tu dois pas commencer à essayer de tout faire ça dans une classe, là, tu sais, puis tout mélanger ce code-là à un seul endroit, tu vas complètement te perdre. Ouais, effectivement. Fait que là, il dit, en partant de l'idée que tu veux respecter ce principe-là du single responsibility, il y a certaines choses qui deviennent nécessaires, si on veut. Une de celles-là, c'est limite de scope of data. Puis il parle de, alors la recommandation qui vient avec ça, c'est take data encapsulation to heart, severely limit the access of any data that may be shared. En d'autres mots, tu devrais donner le moins d'accès possible. Tes structures de données devraient être, ou tes objets devraient être focus, petits, puis donner accès seulement vraiment à ce qu'il y a de nécessaire. Le moins tu rends possible là, la modification de plein de champs et toutes sortes d'affaires, le moins de problèmes que tu risques d'avoir. C'est logique. C'est même, je dirais que ça s'applique en fait en réalité, même dans les contextes qui sont pas en multithreading, mais c'est encore plus évident là, quand que tu peux avoir on peut s'imaginer une méga grosse classe de fous là, qui garde le state de ton app au complet, puis tu le shares en mémoire avec toutes les threads de ton application, puis tout le monde peut venir. Tu sais, c'est comme l'enfer, là. Ah ouais, c'est sûr. Je me rappelle plus si c'est dans celle-là qui en parle, mais il a limité le nombre de champs, mais il a aussi limité le nombre d'endroits. Tu sais, si tu peux avoir juste une méthode qui s'occupe entre guillemets de la synchronisation entre les threads, puis le moins tu vas avoir d'endroits aussi, plus tu vas avoir de chances de pas te planter. Oui, oui. Puis bon, tu vois, les autres recommandations qu'il fait touchent un petit peu à cette idée-là. Il dit use copies of data. Puis ça c'est d'une évidence pour moi, là, si c'est possible. Naturellement, ça a peut-être un petit impact sur la performance, dépendant du use case. Là. Ça peut être très, très relatif. Mais tu viens d'éliminer énormément de problèmes potentiels. Là. Si tu fais tout simplement une copie, tu l'envoies à l'autre thread à la place de donner accès carrément à la même. D'une certaine façon, ça devient un peu comme des arguments que tu passes à cette thread-là. C'est comme, OK, regarde, voici toi ce que tu as à faire. Là. Je te donne tes arguments. Puis après ça, arrange-toi à faire tes trucs comme un peu boxés.
Exact. Puis on se reparle à la fin quand tu auras fini ton processus. Mais c'est exactement ça. Tu vois, l'autre suggestion, c'est ça. Threads should be as independent as possible. Puis moi, ça a été le gros de mon expérience dans le multithreading parce que euh, je pense que le plus de multithreading que j'ai fait moi-même, si on veut, c'est probablement en JavaScript. Euh, moi, je dirais. Puis le multithreading en JavaScript, ça se fait avec des workers. Fait que il n'y a pas de partage de mémoire. C'est impossible de le faire. Le mieux que tu peux faire, c'est tu passes essentiellement, comme tu as dit, un argument, un paramètre. Fait que là, tu sais, c'est comme OK, voilà un array avec tous les chiffres que je te passe en paramètre. C'est une copie, naturellement. Là. C'est pas la même que moi j'ai en mémoire. Là. Puis additionne-les toutes, puis à la fin, renvoie-moi, mettons, la somme, tu sais, de tout ça. Là. C'est un exemple nono, là, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne en JavaScript. Puis ça a sûrement comme point de vue performance, c'est possiblement, je ne sais pas, j'ai pas fait de test par rapport à d'autres façons de faire. Là. Probablement que cette façon de faire-là est un petit peu moins performante que de donner accès directement, de partager la mémoire directement de deux threads. J'imagine. En même temps, je pourrais complètement me tromper. Mais c'est beaucoup plus safe. En tout cas, fonctionner de cette façon-là. Là. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'utiliser, comme si on veut, ces deux différentes façons-là de faire du multithreading? Est-ce que tu en as une que tu Ouais, ben préfères? moi j'ai déjà fait les vraiment du multithreading là directement au niveau du process. Puis je te dirais que les moments où ce que le multithreading devient intéressant, puis de mon expérience là, c'est pas une vérité là, mais c'est quand il y a beaucoup de moments d'attente. Tout ce qui est accès IO, tout ce qui est accès HTTP, quand tu fais des requêtes puis que tu as besoin d'avoir plusieurs résultats en parallèle ou des choses comme ça, on dirait que ça devient intéressant d'utiliser du multithreading. Je te dirais, l'autre endroit où ce que j'ai utilisé du multithreading, c'est euh, dans des API. Par exemple, tu calls une méthode, je vais comment dire un endpoint de l'API, puis le process, c'est de comme régénérer la cache ou tu sais de faire un processus qui va prendre un certain temps. Puis tu voudrais pas que pendant ce temps-là, qu'il y ait, peu importe quel user, on s'en fout, que tu veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui repoke le même URL puis qui exécute en double ce processus-là. Fait que je te dirais, c'était plus de la protection multithread de dire, OK, ben, quand je reçois une première requête, lui, il a le champ libre. Tous les autres qui rentrent, on retourne je m'appelle même plus du code. Je pense que c'est il y en a un too many requests, là, 513, OK. je m'appelle plus, là, quelque chose comme ça. Comme, hey, regarde, moi, je roule pas plus qu'en une copie, puis quand j'aurai terminé, là, je libérerai pour que si jamais la requête soit réexécutée. Puis ce qui est dur, c'est que là, tu tombes dans ce cas-là, c'était pas moi qui gérais le multithread, c'était le framework. Fait que là, il fallait que je comprenne comment le framework gérait en arrière le multithreading pour être capable de m'insérer là-dedans. Mais sinon, tu sais, j'en ai déjà vu beaucoup pour avoir travaillé dans un vieux logiciel que j'ai été pendant plusieurs années dedans. Puis je te dirais que j'ai tellement vu d'horreur avec le multithreading que je dirais que une des règles que je me suis donné, c'est de l'éviter le plus possible si c'est absolument pas nécessaire. Ben, je pense que, en plus, dépendant dans le genre de programme que tu as tendance à faire, mais si c'est beaucoup des applications web, par exemple, des choses comme ça, ben, généralement, tout ça, c'est gérer le serveur, les requêtes. Ça l'utilise le multithreading, mais tu n'as pas à t'en occuper. Mais tu En sais, fait, du pas du tout. vrai de vrai multithreading, je me rappelle
à l'école, on a eu à en travailler un qui était super intéressant, puis on faisait un petit serveur de chat. Fait qu'on Mhm. voulait créer une application serveur, une application client, c'est en ligne de commande, là, quelque chose de bien simple, où quand tu ouvres le client, il cherche le serveur, il se crée un socket, puis là, il se met à parler avec le serveur. Puis là, tu veux que le serveur, quand il reçoit un message, ben il sait à quel thread, puis tu sais, veut pas, lui, il y a comme le serveur, il y a un thread par client qui s'est connecté d'ouvert. Fait qu'il y a comme plein de processus en parallèle qui sont en train de s'updater puis de partager l'espace. Ça avait été vraiment intéressant. Mais tu sais, de nos jours, ce genre de problème-là, tu sais, du messaging instantané, là, c'est comme rendu, il y a des frameworks pour ça. C'est comme tu peux vraiment utiliser des outils. Fait que à moins de travailler pour quelqu'un ou pour une compagnie qui fait ça pour le rendre Mhm. disponible à d'autres, ou d'être vraiment plus dans le bas niveau, euh, j'ai l'impression que le multithread est souvent évitable. Là. Il y a, à la limite, tu pourrais faire plein de petits, tu sais, un programme que tu roules en plusieurs copies en y passant justement des arguments, puis t'as probablement moins de risques parce que justement le fait que ce soit des process séparés, tu vas t'obliger à respecter le as independent as possible, copy of data, puis limit de scope of data. Tu Mhm. sais. Mais si tu es dans l'obligation de le faire à l'intérieur de ton programme, ces trois règles-là sont ultra importantes à garder en tête. Je pense que peu importe ton langage, si tu fais du multithreading, ces trois règles-là, je trouve que ils sont vraiment bonnes. Là. Ah, absolument. Puis, tu vois, c'est drôle, tu m'as fait penser à quelque chose quand tu disais que c'est probablement évitable d'utiliser le multithreading, puis que euh, les frameworks puis les outils là, sont déjà sur le marché qui gèrent ça. Puis ça m'a fait penser que c'est vrai, surtout pour ce qui est du I/O, tu sais. Euh, Puis c'est un des use cases principales. Tu sais, quand on l'a dit, là, puis c'est ce qu'il dit dans le chapitre, en fait, c'est principalement quand tu as à attendre après d'autres processus ou du hardware ou quoi que ce soit, que là, ça devient intéressant de faire du multithreading. Mais ça, généralement, en tout cas beaucoup, c'est tout built-in dans les frameworks, même dans les langages carrément. Si tu prends JavaScript, par exemple, techniquement, c'est single-threaded pour ce qui est de ton programme à toi, mais ça utilise un paradigme async. Puis dans le fond, en réalité, il y a plusieurs choses qui roulent en même temps. Tu peux continuer d'exécuter ton programme pendant que tu attends que ta requête HTTP, mettons, là, elle revient, puis tout ça. Puis ça, c'est géré pour toi essentiellement avec des abstractions directement dans le langage. Fait que pour ce qui est de ces situations-là, bien souvent, on n'a pas besoin de faire ça nous autres mêmes. Par contre, et c'est là où moi j'ai eu à utiliser le multithreading, c'est dans les cas où il y avait des calculs intenses à faire, point de vue CPU, mettons, là. Je te donne un exemple. Admettons que tu fais une petite visualisation dans le browser. Ça peut être comme un graphique assez complexe avec beaucoup d'éléments. Tu sais, imagine-toi un genre d'arborescence, mettons, avec puis on parle de peut-être des milliers, des dizaines de milliers, puis tu veux que ça soit à l'écran des couleurs différentes parce que ça représente du data. Donc, tu sais, il faut que tu crunches tout le data. Là, il faut que tu fasses les calculs. Où est-ce que je mets les bulles pour chacune des nodes dans mon graph, puis mon arbre, puis tout ça, puis la distance entre ça. Il y a toutes sortes de calculs qui doivent être faits pour que tu puisses avoir la visualisation que tu as besoin. Puis même sur un CPU puissant, c'est un procédé qui peut prendre, je sais pas, admettons 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Ben, si tu fais ça dans ton thread principal en JavaScript, dans le browser, ben, là, ton UI est bloqué. Tu peux plus cliquer nulle part. Le user pense que son ordinateur ne fonctionne plus. Tandis que c'est pas le cas, c'est juste que le CPU est en train de faire les calculs. Fait que ça, tu peux offloader ça sur un autre thread. Pendant ce temps-là, le thread UI il est encore responsive. Fait que ça, c'est les genres de use case où moi, j'ai eu à utiliser
du multithreading. Fait que c'était pas autant... Ben, je sais que le multithreading dans ce sens-là, il est évident. Là. Je pense que le UI puis le back-end, tu peux le séparer comme deux threads en général. Puis, moi, je proviens plus du milieu .NET. En C#, c'est dans le langage. Tu as carrément le current execution thread, puis tu as le UI thread, qui est vraiment deux threads séparés. Puis quand tu vas faire du desktop app, par exemple, tu vas être capable de vraiment constater que si tu mets pas ça en background thread, ton exécution, à chaque fois que tu cliques sur un bouton, le délai d'exécution égale le délai que t'es gelé. Ouais, c'est ça. Tout le temps, Exactement. tu sais. Fait que je pense, mais tu sais, ce genre de multithreading-là, il est pas si pire que ça parce qu'à chaque fois que tu cliques un tour sur le bouton, tu pars un thread, puis le thread, c'est juste une belle ligne droite qui a pas de concurrence nécessairement, tu sais. La seule concurrence qu'il pourrait avoir, c'est que la personne clique deux fois bien vite sur le bouton, puis tu l'as pas disable après qu'elle ait cliqué. Fait que là, t'as comme deux threads avec la même affaire qui roule. Mm-hmm. Mais tu sais, à part de ça, je pense que c'est pas si pire, là, tu sais. Moi, une des Ouais, choses parce qui... que... Ouais, Ah, vas-y. excuse, vas-y. Ben, une des choses qu'on dirait dans ma tête, plus je pense, j'ai pas le choix d'en parler, même si c'est relié à un langage. Le C# a emmené depuis .NET 4.5 le principe de async await, Mm-hmm. qui est basically du multithreading. Puis la concurrence est comme un peu gérée pour nous quand on utilise ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution, l'historique de ça. Tu sais. Au début, tu as les threads, tu sais, vraiment les threads à proprement dit, là, comme les threads bas niveau là, dans le langage qui utilisent quand même le CPU avec les mon Dieu, hey, ça fait longtemps. Comment on appelle ça? J'ai les sémaphores, les mutex, Ouais, ouais, puis ouais. en tout cas, Ouais. tout ce genre Ouais. d'affaires-là. Là, après ça, il y avait sorti en C#, il y avait le background worker, qui était comme une version un petit peu plus évoluée du thread, où tu pouvais dire, OK, ben, voici c'était comme une version générique d'un thread où tu pouvais y passer un lambda, un genre Mm-hmm. de delegate, puis Ouais. dire, OK, bon, ben, voici ton delegate quand tu commences, voici ton delegate à chaque fois que tu as un update du process, Uh-huh. puis voici ton delegate quand tu as complété, genre des callbacks, si tu veux. Là, après ça, ils ont sorti un truc qui s'appelait le thread pool, qui était un genre de pool de X thread déjà généré au début de l'application quand tu l'ouvres. Puis là, tu pouvais dire, OK, ben je vais queue une task sur le thread pool, puis quand le thread pool va avoir un thread qui va se libérer, ben prends cette tâche-là pour Ouais. l'exécuter. Mm-hmm. Puis là, après ça, ils ont sorti en .NET 4.5 le async await qui utilise en background encore le thread pool, mais c'est un peu comme caché d'un point de vue programmeur. Là, on n'est plus au courant qu'on utilise le thread pool, mais c'est encore ça qui est utilisé en arrière. Puis même, je pense qu'il y a des optimisations supplémentaires, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que où tu vas potentiellement avoir un gain de vitesse avec les async await, c'est si tu utilises l'async await premièrement partout dans le bout de code que tu as besoin d'utiliser. Puis si tu as des genres de branch, des endroits où tu pourrais potentiellement abort puis pas exécuter une partie de code Mm-hmm. dépendant de l'état d'une certaine donnée ou peu importe, c'est là où ce que tu vas avoir les plus grands gains de performance avec la async await parce que tu vas carrément ne pas partir le thread et ne pas l'exécuter euh, si tu arrives dans un certain path là, de Ouais. ton exécution. Là. Mais c'est un gain qui est relié au fait que tu l'exécutes pas le bout de code et non relié au fait que c'est multithreadé. Là. Je pense que un des gros avantages du async await, c'est aussi que ça te permet d'écrire ton code comme si c'était dans un seul thread, comme s'il Ouais. était sync plutôt que async, tu sais. Euh, c'est très, très lisible, contrairement à d'autres façons dans d'autres langages là, où est-ce que tu vas avoir, mettons, des callbacks, si on veut.
un peu partout pour gérer ton code qui est async ou des promises comme qu'on a dans JavaScript ou des futures, en tout cas, ça Tantôt, dépend tu du langage, parlais là, mais des exemples de multithreading, mais un qui me vient en tête, c'est les observables en TypeScript, le mhm. RX, je pense, là, À la librairie RxJS, ouais. Ça doit être ouais, ça c'est que tu ça. dis. Cette librairie-là, t'abstrais un petit peu le quoi du quand. Tu sais, quand tu parles des Définitivement, stores, c'est des mettons, streams dans le fond, ouais, c'est ça. ouais. Fait que ça aussi, c'est un exemple de multithreading ben, de C'est pas nécessairement multithreading. du multithreading, c'est ça l'affaire, Ouais, là. C'est pas parce que tu utilises RxJS que tu fais du multithreading. non, Ça effectivement. peut être lié à ça, dépendant de ce que tu passes dans ton observable, comme si c'était Mais la un seconde retour que de tu as un call. callback, c'est comme red flag, là, multithreading. C'est comme, tu t'attends, ben, Ça dépend du pas de multithreading, langage. c'est plus, ouais, non, je comprends, c'est plus async. Ça revient à ce que tu disais au début, là. T'as comme une distinction entre du parallélisme puis du C'est ça, multithreading. C'est comme, du exactement. concurrency, c'est vraiment quand tu as un partage des ressources pendant l'exécution qui pourrait faire en sorte que tu tombes dans les différents cas qu'on n'a pas parlé encore, mais les deadlocks, les live locks, Mhm. toutes le starvation, ça, j'avais jamais entendu ça. Oui, ben c'est intéressant parce que le starvation, dans le fond, ça dépend du genre d'algorithme que tu utilises, mais tu sais, tu peux avoir une situation où est-ce que tu as deux threads, puis il y a un des threads qui, pour pouvoir continuer son exécution, attend que, admettons, dans un queue quelconque, là, qui est partagé entre plusieurs threads, ben, qu'il y ait quelque chose qui soit pas vide, si on veut. Mais s'il est tout le temps vide pour une raison X, parce que les autres threads fournissent pas, ou je ne sais pas la situation, ben là, ce thread-là est comme gelé, puis il fait rien, il starve. Il manque de J'avais, données. il manque de données. Puis là, c'était un autre problème parce que ton thread, il, là, tu tombes plus dans la performance du tout. Là, c'est comme si dans Ouais, ta c'est chaîne, ça. tu avais quelque chose carrément qui prend plus de temps qu'il devrait parce que carrément, il attend après Exact. quelque chose qui est trop long, tu sais. Exact. Tu as tout l'overhead J'avais, du thread, mais tu peux pas l'utiliser, tu sais, ouais, non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, le multithreading, ça revient un peu à, tu sais, mettons, quand tu dis que quelqu'un est capable de faire du multitâche, là, tu sais, capable de faire plusieurs Mhm. choses en même temps, la réalité, c'est que le context switching a un coût qui est énorme en Oui, général. Fait que, tu sais, le multithreading vient juste nous abstraire ce context switching-là, mais le processus, là, si on parlait, mettons, vraiment creux, là, mettons, au niveau assembleur, là, il doit tout sauvegarder les registres, les mettre de côté pour se rappeler c'est son pointeur de code il était rendu à où, son registre A il était à quoi, son B, son C, son D, son uh-huh. etc. Tous ces pointeurs, l'état du stack, etc. Là, après ça, OK, on va à l'autre endroit, on reload tous les registres, OK, le pointeur de ce thread-là, il était rendu à, etc. Là, après ça, on exécute pour je sais pas moi, mettons 1000 instructions. Après 1000 instructions, OK, on sauvegarde toutes Fait que Uh-huh. tu sais, au final, il y a, même si c'est abstrait pour nous autres, comment un thread fonctionne, il y a un overhead. Cet Ouais, overhead-là, il est réel. Là. Il y a ouais, vraiment, le processus doit faire de l'exécution pour juste passer d'un thread A à un thread B. Là. absolument. C'est pour ça que c'est particulièrement bon quand que tu sais, c'est vraiment des procédés qui sont relativement longs, puis que le thread peut, tu sais, juste comme partir avec, l'exécuter, puis t'as pas besoin de switcher tout le temps constamment entre les threads, là. Ben, ça dépend énormément du use case, là. Puis, tu sais, des fois, il y a des cas où ce que tu vas pouvoir éviter le multithreading en travaillant autrement. Au lieu de travailler en parallèle, tu peux quasiment travailler sous forme de queue. Tu sais, un exemple qui vient en tête, c'est le game dev. Mhm. Tu as un update loop, puis un draw loop, puis tu fais une petite exécution sur l'entité 1, l'entité 2, l'entité 3, puis tu fais le tour de toutes tes entités. Euh, c'est pas du multithreading, là. C'est un thread qui passe à travers toutes les entités pour un update, puis là après ça, on redessine l'écran, puis après fait que tu sais, tu peux travailler en horizontal, entre guillemets, au lieu de travailler en vertical, puis tu vas être capable d'avoir ce feeling-là de multithreading sans utiliser réellement du multithreading. Ouais. L'affaire aussi qui était peut-être à distinguer, je ne sais pas si on l'a bien fait ressortir, c'est que c'est pas parce que tu fais du multithreading
On en a parlé un peu à l'introduction. Euh, la façon que ça va être exécuté dépend énormément de ton hardware, puis il en parle dans le chapitre. Par exemple, tu sais, le multithreading, c'est quoi? C'est sorti ça dans la deuxième moitié, mettons, des années 90, là, du moins pour les consommateurs. Ça a commencé avec les Pentium là, dans le temps. Ouais. Tu avais un CPU qui avait un core, puis là, ils ont fait comme, hey, on va faire des threads. Cool. Mais ça, à ce moment-là, c'est juste que ça te permettait d'attendre de quoi, puis faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Mais en réalité, l'exécution sur ton CPU, c'était synchrone. Là. C'était tout. Ben, je ne sais pas si c'est la bonne façon d'expliquer, mais essentiellement, c'est que ton CPU ne pouvait pas faire deux choses en même temps. Il pouvait faire un petit bout de quelque chose, passer à une autre tâche, faire un petit bout de ça, passer à une autre tâche, Puis ce qui te donnait, parce que ça se faisait super vite, l'impression qu'il faisait plusieurs choses en même temps, mais en réalité, ton CPU ne pouvait juste travailler que sur une chose à la fois. Maintenant, par contre, là, tu as plusieurs cores sur ton CPU qui ont chacun deux threads habituellement, je dirais. Là, ce qui fait que si tu as, mettons, un 4 core, tu as probablement un 8 threads sur ton CPU. C'est pas tout le temps comme ça, mais je pense généralement. Fait que si tu as ce genre de hardware-là, là, oui, si tu spin-off des threads, il y a des bonnes chances qu'ils peuvent rouler vraiment indépendamment, puis qu'il y ait plus qu'une chose qui s'exécute réellement en même temps. Mais là encore, c'est pas une garantie. Parce que, à moins que tu puisses spécifier, je sais même pas si ça se fait, parce que j'ai pas travaillé à un si bas niveau que ça, mais à moins que tu puisses spécifier que le thread que tu es en train de partir va rouler sur un core différent. Admettons que tu spin-off un thread, puis qu'il est assigné au même core que tu as Ouais. présentement, ben, Ça, en ça réalité, change le de rien. travail va se faire c'est ça. Ouais, moi, c'était une des raisons pourquoi quand, admettons, les dernières expériences que j'ai eu à faire du parallélisme, pas du multithread, j'avais tendance à plus emprunter la voie de dire, je vais avoir un processus d'exécution puis un processus de contrôle. Puis le processus de contrôle va partir des process d'exécution avec des différents paramètres. Parce que euh, si tu regardes vraiment sur un CPU, puis tu peux faire l'exemple, tu fais un wild true là, dans un programme, là, ça va être assez facile à tester. Le but d'un CPU, là, c'est pas de rouler à 1 ou 2%. Là. Dans la vie, là, un CPU, son objectif, c'est de rouler à 100% tout le temps. La seule raison pourquoi il est pas à 100% tout le temps, c'est il attend après le disque dur, après whatever, il attend, il fait juste ça, attendre le processus. C'est pour ça que là, il va tomber à du 1-2%, puis quand tu roules un programme, dans le début, il va rouler comme à 15-20%, puis là, il va retomber à zéro. Fait que si tu fais un wild true, tu tombes à 100% sur le core que le process il roule. Fait que si, à moins d'utiliser des librairies vraiment de parallélistes qui servent à ça, que tu peux vraiment spécifier le core, etc., par défaut, un programme, quand il démarre, il va rouler sur un de tes CPU, un de tes cores. Fait que si tu veux utiliser la puissance de tous tes cores, il faut que ça soit plusieurs processus. Mettons, si tu veux garder ça simple. Fait que si, mettons, tu as un processus un genre de contrôleur qui part même si c'est le même programme, mais qui est exécuté en plusieurs copies avec différents arguments. Là, chacune des copies de ton programme ont la possibilité de rouler sur un core différent selon comment l'OS dispatch à ses cores. Puis là, tu vas te ramasser vraiment à voir, si tu regardes ton dashboard en Windows, du moins, là, si tu regardes ton dashboard de tes CPU, tu vas voir le core 1, il y a un peu d'exécution, le core 2, le core 3. Mais si tu fais du multithreading vraiment dans un process, sans utiliser une librairie de parallélisme, tu vas voir clairement, tu vas voir un de tes 4 CPU qui va être dans le tapis, puis les 3 autres dehors au gaz parce que ton process roule seulement sur un core. Faudrait vraiment que je l'essaye parce que il me semble que ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais il me semble que les fois où moi je l'avais fait, mais c'est sûr, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être la librairie ou l'abstraction, ou ça doit dépendre du langage aussi, possiblement, comment Ouais. est-ce que tout ça s'est fait. Comment Puis, il handle, mais j'ai eu vraiment l'impression que il, il pouvait exécuter les threads sur d'autres cores. C'est vraiment l'impression que j'ai eue.
Mais je pourrais complètement me Moi, tromper. Ça moi, me donne le goût de faire des tests, là. tu t'amuseras pour vrai. Je pense que c'est de toute façon c'est le fun juste pour le knowledge de pratiquer ça puis de le voir, mais faut pas non plus devenir freak puis vouloir l'appliquer dans un peu toutes les sauces là, Toutes les sauces, non. Sauf que dans certains cas, c'est que d'utiliser, ça revient un peu au est-ce que tu veux utiliser le multithreading parce que tu attends à cause du I/O? Là, c'est utile, même si c'est sur le même core. Ouais. Par contre, si ton use case, c'est j'ai beaucoup, beaucoup de computation à faire, là, il faut que je fasse travailler le CPU, des gros number crunching qui prend plusieurs secondes, tu sais. À ce moment-là, si tu le fais exécuter sur le même thread, ben au moins, pas sur le même thread, mais sur le même core, au moins tu bloques pas ton thread principal, mais en termes de temps d'exécution, tu t'es rien sauvé, là. Mais faut faire attention aussi parce que tu sais même si mettons tu es en train d'attendre après une ressource, Mhm. il y a un piège que il faut que tu recules puis tu ailles la vue d'ensemble, c'est quoi que tu essaies de faire puis c'est quoi l'objectif que tu essaies d'atteindre. Parce que si mettons pour une raison X, ton processus, ben tu fais du multithreading, puis là tu commences à tout fucker ta structure de code. Là t'es comme je vais faire plein de multithreads, puis là, ça, c'est quand il va finir, il va envoyer un signal à tel autre thread qui va faire tout ça. Mais quand tu recules puis tu fais ta vie d'ensemble, tu te rends compte que ben, pour que le thread 2 parte, il y a besoin du résultat du thread 1, puis pour que le 3 parte, il y a besoin du résultat du thread Uh-huh. 2, puis pour que le 4 parte, il y a besoin du résultat du thread 3. Ben, tu es en train de faire du multithreading qui, anyways, s'exécute les uns à la suite des autres. Ouais. Fais ça single thread, ça va régler ton Ça va, c'est problème. ça, T'es ouais. juste en Ouais, train de ouais. tout casser ta structure pour rien. Effectivement. Ça, tu vois, je trouvais ça intéressant parce que quand je faisais du multithreading, en fait, tu vois, j'en fais moins depuis que je fais des API puis du web plus puis du mobile, mais quand je faisais du desktop app, ça arrivait plus souvent puis j'avais jamais vu. Lui, il a donné vraiment trois termes. Le producer consumer, Mhm. le deuxième, c'est le Readers Writers. Puis Mhm. le troisième, c'était Dining Philosophers. Je trouvais ça intéressant parce que je trouve que le problème que moi j'ai eu à vivre le plus souvent, c'était le producer consumer, je pense, OK. quand je disais la définition. Et toi, Ouais. qu'est-ce que tu as compris de, Ben, dans ces de les trois problèmes qui sont définis là, par ces termes-là, producer, consumer, readers, writers, puis dining philosophers, euh, existent quand tu partages la mémoire entre tes threads. Euh, fait que tu viens d'éliminer ces problèmes-là si tu trouves le moyen d'utiliser du message passing à la place, je pense, de la façon que je l'ai compris en tout cas, des genres de workers plutôt que carrément juste des threads qui partagent toutes les mêmes classes, les mêmes portions de mémoire, là. Mais je trouvais ça intéressant quand même parce que ça expliquait les différentes problématiques là, que tu peux avoir qui sont pas vraiment évidentes là, à régler quand tu fais du concurrency comme ça. Dining Philosopher, on peut peut-être en parler parce qu'il était intéressant parce que je trouvais que l'image est cool. oui, l'image est vraiment cool. Finalement, tu t'imagines une table, une table ronde là, où est-ce que tu as des philosophes qui sont attablés pour manger. Puis ils ont chacun une fourchette à leur gauche, une fourchette à leur droite. Donc, une fourchette entre chaque philosophe, si on veut. Puis là, les philosophes, ben, ils philosophent, tu sais. Je sais pas pourquoi ils ont choisi des philosophes, c'est drôle de... Mais bon. Puis, Ils à part... attendent, ils font moi, rien, ils sont dans c'est leur ça. tête. C'est ça, ouais. Ils travaillent dans leur tête jusqu'à temps qu'ils puissent ramasser deux fourchettes. Quand ils peuvent ramasser deux fourchettes, là, à ce moment-là, ils mangent leur plat de spaghettis. Mais s'ils peuvent pas avoir une fourchette dans chaque main, ils sont pris à philosopher. Sauf que là, tu comprends que c'est une table circulaire, tu sais, puis que tout le monde ne peut pas avoir deux fourchettes dans les mains en même temps. Il y a au moins un des philosophes que si tout le monde prend la fourchette à leur gauche, OK, jusque-là, ça va. Mais là, si tout le monde arrive pour prendre la fourchette à leur droite, il y en a deux à quelque part ils vont se Ils battre. vont Là. bloquer. C'est ça. Fait que comment tu règles le problème? Euh, il y a différents algorithmes là, qui sont suggérés avec chacun leur force, leur faiblesse, mais ça illustre euh,
la problématique d'avoir à partager les mêmes ressources avec d'autres threads. Puis là, comment tu gères ça? C'est Mais il y a très, très tellement intéressant. rien de plus enrageant que de débugger un bout de code qui a un deadlock puis que tu le trouves pas la maudite endroit parce que justement, tu lis le code puis tout va faire du sens, là. C'est vraiment, c'est du concurrency pur, là. T'arrives à Ouais, un endroit puis là, le premier attend après le deuxième, qui lui attend après le premier. On est c'est vrai. dans un impasse. Et voilà, ouais. Mais c'est de déterminer qu'est-ce qui a généré cette situation-là, qui n'est pas toujours facile. Mais en fait, ça nous amène peut-être dans Au la test. dernière portion de notre discussion, comment tester du code comme ça, là, qui est multithread, qui est concurrent, comment trouver les bugs potentiels. J'ai trouvé ça très intéressant parce que les genres de tests qui nous invitent à écrire à la fin du chapitre, là, c'est essentiellement, ben, c'est en partie des genres de tests de performance, si on veut aussi. Ou comment, il y a un terme pour ça, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est, tu sais, essentiellement, c'est tu mets le système, là, tu le forces à travailler fort, là. Tu le fais exécuter les Ouais. affaires à répétition, puis dans différents types de contextes pour voir s'il pète. ou si, Ouais, ou s'il continue exactement. d'exécuter comme il faut. Euh, puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce qu'il suggère de faire. Très simple en réalité, là. C'est dans ton code, tu peux ajouter des genres de sleep. Ça, c'est une des choses que tu peux faire, là. Fait qu'à différents endroits dans ton code, tu forces le thread à arrêter d'exécuter. Fait que là, ça va créer des genres de situations où, ben là, OK, est-ce que les autres threads peuvent gérer ça comme faut ou est-ce que ça crée un problème? Puis là, tu peux timer ça à différents endroits, puis ça Idéalement, recrée. faire des time-out puis des trucs comme ça dans ton test, parce que là, tu vas avoir des tests qui vont être en deadlock. Les Ouais, tests ben ça, finiront c'est ouais. jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, lui, il suggère de se faire une genre de lance, là, où est-ce que, essentiellement, comment il appelle ça? Thread Jiggle Point. Je trouvais ça intéressant avec une fonction jiggle qui est essentiellement random, ça choisit entre genre sleeping, yielding, ou c'était quoi le troisième? Je me souviens plus. Mais je pense que c'est les deux gros, là. Sleep puis yield, puis il y a d'autres affaires, il y a wait priority, mais ça doit dépendre du langage un peu. Ça, c'est des exemples qui sont Java, là. Mais Ouais. tu sais, il y a plusieurs choses que tu peux faire avec un procédé qui est sync ou avec des threads. Tu peux carrément le faire sleeper, tu peux le faire yielder, ce qui veut dire qu'il va retourner. Ben ça dépend aussi du langage, mais Ouais, ça dépend du langage. Mais tu sais, un des exemples ben pas de deadlock, mais de process qui pourrait jamais terminer, juste quand tu es dans le consumer, producer-consumer, si le producer produce pas ce qui est supposé, le mm, consumer va jamais terminer, tu sais. Fait ouais, que j'ai l'impression que dans tes threads, tu dois moquer, entre guillemets, dans tes tests, tu dois moquer les différents cas qui pourraient arriver. Le thread finit jamais, le thread il est plus long qu'on s'attendait, le thread il yield plus de valeur tu sais comme fait que déjà là, moi je pourrais m'imaginer un genre d'interface où ce que je pourrais moquer le comportement d'un processus puis dire bon ben ce processus-là, il finit trop vite par rapport à ce que je m'attendais. Tu sais, il dure, la il est problématique, instantané au lieu de prendre du temps. Tu sais. ouais, la problématique, c'est comme on l'a dit tantôt, il y a tellement de paths quand tu tombes dans le multithreading, même pour des choses simples, que tu peux pas vraiment écrire des tests qui couvrent toutes les différentes situations là, de switch entre les threads et tout ça. Fait que c'est pour ça que dans l'annexe à la fin du livre, là, il y a une annexe supplémentaire sur le concurrency. Puis une des choses qu'il suggère, c'est des genres de tests Monte Carlo, qui utilisent justement comme de, de randomness, là, des choses aléatoires, pour tester
comme vraiment beaucoup, 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 beaucoup de différents types d'exécution puis situations d'exécution. Mais dans les tests, moi, une des choses que j'avais bien aimé, c'est qu'il donnait quand même des points relativement clairs. Là, un des premiers, c'est treat suspicious. Excuse. Wow, j'ai dit suspicion. Spurious failures as candidate threading issues. Bon, ça, ce n'est un. Après ça, il y avait Get Your Not Threading Code Working First. Moi, je te disais, c'est un de ceux qui me parle le plus. Là, c'est avant de thinker à ton multithread, là, teste au moins que un thread fait ce qu'il est supposé de faire. Fait que si tu es capable de faire tous ces use cases puis de vraiment les tester comme faut, déjà là, tu as un bon bout de chemin de fait. Puis après ça, là, vérifie, OK, en contexte de multithreading, comment il réagit par rapport à tout ça. T'sais. Très, très bon point, effectivement. Puis encore là, pour être capable de faire ça, justement, l'importance de séparer ton code. SRP. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre que tu as mentionné, Treat Spurious Failures as Candidate Threading Issues. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est les bugs, là, ou les problèmes que tu vas avoir qui sont liés au multithreading, ils vont arriver juste une fois de temps en temps. Puis c'est tentant de dire, bah, ça doit être comme le magnétisme du soleil, là, ou je sais pas, tu sais, genre, une affaire qui arrive une fois par millénaire, sûrement, on se cassera pas la tête avec ça. Sinon, dans les cas de multithreading, il faut que tu sautes ces affaires-là, puis tu ne les considères pas comme juste des one-off, mais que c'est un problème qu'il faut que tu ailles régler, tu sais, parce que ça va revenir, puis tu sais pas quand, puis tu sais pas pourquoi, mais... Puis si ça t'arrive à toi, tu sais, la règle du nombre, là, si ça t'arrive à toi, de temps en temps, quand tu vas avoir 100 000 users, ben, tu vas peut-être avoir 25% de tes users qui vont le vivre Ça régulièrement, tu sais. multiplie le problème, effectivement. Oui, c'est un bon point. Ça fait que je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est sûr que, tu roules ton test. Ah, ça pète. Je comprends pas pourquoi. Je roule le test. Ah, ça passe. Bon. Ah, parfait. Moving on. Ouais, fait que c'est ça que tu veux pas te retrouver à faire dans une situation. En fait, on devrait jamais faire ça, on s'entend, mais exact. tu pas dans des Et situations de make your treated code pluggable. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Mais en général, si tu suis tout le reste du clean code, ça va de soi, là. Tu sais, veux pas, tu vas faire des petites classes au bon niveau d'abstraction qui font juste une chose. Fait que, tu sais, veux pas, ça va faire en sorte que si tu as les bons niveaux d'abstraction, ton code va être nécessairement pluggable. Ouais, bon point. Tunable, ça, je trouvais ça intéressant. Make your treated code tunable. C'est vrai que des fois, on pense pas à ça, mais tu sais, d'avoir différents paramètres que tu peux changer ou genre ajouter des délais ou des choses comme ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, puis même c'est toi qui avais fait un Lunch and Learn il y a peut-être un an de ça, puis tu avais parlé d'abstraire le date time now pour les tests. Puis il y a un an, on en faisait déjà, enfin, on n'en faisait pas. Puis maintenant, on en fait, en fait, on est quasiment rendu full TDD. Mais ouais, non, en tout cas, whatever. Je pourrais en parler une autre fois. Je suis rendu addict à ça. Ça n'a pas rapport, là. Mais tout ça pour dire que tu sais, si tu abstrais toutes les variables comme date time now, mais aussi les délais ou ce genre de choses-là, ça devient tellement plus facile de créer tes tests puis de moquer juste les comportements que tu t'attends à ce qu'ils soient. Puis les tests sur du multithreading, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du test d'intégration que du test unitaire. Oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est par définition, tu parles de deux unités, là. C'est pas le même code. Ben, techniquement, ça pourrait être le même code qui roule sur des threads, en tout cas, mais à quelque part, ça prend quelque chose pour organiser tout ça, mais oui,
En tout cas, la communication entre les threads, définitivement, c'est pas un test unitaire. C'est ce procédé-là, si tu le testes, c'est un test d'intégration. Fait que je sais pas si c'est le bon terme à utiliser pour ça. Mais je pense que oui. C'est un genre de test d'intégration. En tout cas, j'imagine. C'est définitivement pas un test unitaire, en tout cas. Je suis pas mal certain de tout Ouais, ça. effectivement. La prochaine, c'est Run with more threads than processors. Puis tu vois, je pense que ça confirme ce que je disais quand je pensais que euh, les threads pouvaient rouler sur d'autres cores. Euh, mais je pense que je sais pourquoi qu'on n'a pas la même impression là-dessus. C'est parce que tu as deux concepts. Tu as des threads, tu peux avoir des threads dans ton programme. Comme Ouais, toi-même, tu peux te faire tes propres threads dans ton propre programme qui ouais, roule. Ça roule dans un thread system, mais c'est des threads où il y en a qui appellent ça des fibers, en tout cas, whatever. Fait que peut-être que le langage ou le framework que tu utilises, il y a peut-être une façon de spinner des threads, mais ça se trouve être des threads dans le process, mais ouais, si le langage que tu utilises ou le framework que tu utilises utilise des threads système, à ce moment-là, c'est le système, l'OS, qui va les gérer. Puis lui, je pense il va faire ça de façon intelligente, puis il va aller mettre ça sur les cores que ça y qui peut tente, faire. ceux qui sont les Ouais, c'est ça. Puis c'est disponibles pour ou ça même les. qu'il nous encourage. Il dit roule plus de threads que de processeurs parce que c'est dans cette situation-là où ce que tu risques de créer un peu de thrashing, puis de thrashing, du task switching, du swapping, puis tout ça. Puis là, ça va vraiment tester ton code pour voir il est robuste, puis il fonctionne, peu importe le genre de situation que tu te retrouves. Là. Run on different platforms, on en a parlé un peu, mais ton OS, ton hardware, tout ça, ça impacte comment ton code multithreadé va rouler, comment il va être exécuté. Puis tu peux te retrouver avec des problèmes avec ton code quand tu le roules sur un Mac. Puis pas de problème quand tu le runs sur Windows, mettons, parce que justement l'OS il gère le threading de façon différente. Puis, J'ai l'impression que c'est celle-là, c'est un qui est difficile parce que, tu sais, quand on fait des tests, euh, souvent, tu sais, on va tout automatiser notre CI dans un pipeline puis tout ça, puis Mhm, souvent l'environnement, tu sais, mettons en tout cas, dans notre cas, on utilise Linux. mhm. Euh, tu sais, on a beau faire du .NET, on finit quand même par tester juste sur Linux. Ben, quoi que sur nos postes, on roule les tests sur Windows, Ouais, effectivement. mais, Mais mais- ça se fait, je veux dire, ça se fait très bien, là. C'est plus de travail. Puis ouais. c'est ce qu'il dit, dans le fond, dans le chapitre au complet. Et le concurrency, tu multiplies le travail, les sources de problèmes. Ouais, je pense qu'on l'a comme sauté, mais on a parlé du overhead, là, mais juste Ouais, en matière de performance. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un overhead aussi en matière de code, ouais. en matière du travail pour Le gars derrière son écran c'est qui ça, écrit du exactement. code. Exactement, tu sais, Ouais. c'est pas à négliger ça non plus. Quand tu fais du concurrency ou du multithreading, automatiquement, tu te dis, aïe aïe, j'ai pas fini cette semaine. Ça, c'est sûr. Faut vraiment Ouais, qu'il y ait un use case précis, là. ouais, ouais, tu fais pas ça juste pour le fun, là, parce que tu risques de te créer des soucis, puis définitivement plus de travail pour rien. Très intéressant. OK, je pense qu'on a pas mal fait le tour des concepts de haut niveau là, euh, qui sont exposés dans ce chapitre-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais faire ressortir qui t'ont particulièrement touché, là, que tu as trouvé intéressantes? Hmm. Non, pas particulièrement. Moi, je dirais que les cas de multithreading que je trouve les plus intéressants, c'est justement les cas théoriques, quand on s'installe puis on veut faire une preuve de concept for fun, mais dans le quotidien, tous les jours, pour la majorité des cas, j'ai l'impression que, euh, en tout cas, du moins dans les applications de gestion, là, Ouais. euh, j'ai j'ai pas l'impression que ça devrait être pratique courante puis qu'on devrait se lancer aussitôt qu'on a un cas qu'on veut ça devrait être plus rapide. OK, on fait du multithreading comme ça devrait être ça devrait être réfléchi puis analysé en équipe avant de vraiment prendre la décision de faire du multithreading puis que ça soit en pleine connaissance de cause puis que
les bons outils puis le roadmap soient en conséquence de tout ça. Ouais, définitivement, parce qu'en réalité, c'est une optimisation liée à la performance habituellement. Puis c'est ce qu'on nous encourage à faire en tant que développeur, c'est de repousser ces genres d'optimisation là le plus possible, seulement lorsqu'il y a réellement un besoin. Puis encore là, tu peux te rendre compte que même si tu as un problème de performance puis tu veux optimiser, c'est pas nécessairement le multithreading qui est la meilleure option. Il faut pas sauter là-dessus trop rapidement, quand on considère les coûts que ça ajoute à un projet. Génial. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Je pense que ça va être tout pour cet épisode, l'épisode 13, lié au chapitre 13, Concurrency. Le prochain épisode, on va faire dans le fond, ça va être notre dernier sur le livre Clean Code. Ça va être un petit peu un résumé, un wrap-up des idées qu'on a bien aimées, ce qu'on a utilisé particulièrement peut-être nous-mêmes. Bref, un genre d'overview. Là. On va voir qu'est-ce qu'on va sortir parce que les chapitres 14, 15, 16 et 17 du livre Clean Code sont très, très, très étroitement liés à Java, à des librairies Java, où c'est des exemples de code entièrement qui se prêtent pas super bien à une discussion en podcast. Fait qu'à la place, on a commencé à faire juste un petit overview de tout le Clean Code avant de passer à une autre saison puis un autre sujet de discussion, peut-être un autre livre, on verra bien. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.